Passons maintenant à la quatrième partie, travail et énergie. Alors, travail de la force électrique. On place une charge électrique Q en un point de l'espace où règne un champ électrique grand E. Cette charge est alors soumise à l'action d'une force électrique F. La force électrique F est égale à l'interaction de la charge Q avec le champ électrique dans lequel elle baigne. Pour un déplacement élémentaire d de L de la charge électrique sous l'effet de la force électrique F, le travail de cette force est donné par dW qui représente le produit scalaire de la force électrique F fois le déplacement d de L. Si la charge se déplace du point A au point B sous l'effet de la force électrique F, donc le travail de cette force électrique F du point A au point B est égal à l'intégrale de produit scalaire f d de L de la position A jusqu'à la position B. On l'a déjà dit, la force est égale à Q fois E. Q est une constante, elle peut sortir de l'intégrale. Donc c'est Q fois l'intégrale de A jusqu'à B du champ électrique E, produit scalaire, le déplacement d de L. Or, on l'a déjà donné plus haut, l'intégrale de A jusqu'à B de E d de L est égale à moins Q fois V de B moins V de A. Donc, on a le travail d'un point A à un point B de la force électrique F qui est égal à Q multiplié par V de A moins V de B. Et le travail est donné en joules. B. Énergie potentielle. L'énergie potentielle d'une charge électrique Q placée en un point M de l'espace et baignant dans un potentiel électrique créé par d'autres charges est définie comme le travail à fournir pour transporter cette charge depuis l'infini jusqu'à la position M sous l'effet de la force électrostatique qu'elle subit durant son déplacement. Alors on a l'énergie potentielle, on suit la définition. Donc l'énergie potentielle au point M, elle est égale au travail, donc du point M jusqu'à l'infini, de la force électrostatique. Donc c'est égal à l'intégrale du point M jusqu'à l'infini du produit scalaire de la force fois d de L. C'est la même chose, c'est Q fois l'intégrale du champ électrique E fois le déplacement d de L, du point M jusqu'à l'infini, et c'est égal à moins Q fois l'intégrale de d de V du point M jusqu'à l'infini. Donc on a moins Q fois V de l'infini moins V de M. Sachant que V de l'infini est égal à 0, parce qu'on a KQ sur R qui tend vers l'infini, donc V est égal à 0, ça implique que l'énergie potentielle au point M est égale à Q fois V au point M. Donc l'énergie potentielle d'une charge en un point M donné est égale, c'est la valeur de la charge multipliée par la valeur du potentiel dans lequel elle baigne, au point M. Donc énergie interne d'une distribution de charges électriques. Donc l'énergie interne, si on a par exemple 2 ou 3 charges, ou même plus, ce qu'on doit faire, c'est prendre chaque couple de charges un par un. Donc on a par exemple ici la charge Q1, là la charge Q2, la troisième charge c'est la charge Q3. Donc je prends le premier couple, la charge Q1 et la charge Q2, et j'ai son énergie interne, qui est égale à K fois Q1 fois Q2 divisé par la distance entre les deux charges. Donc c'est la distance, par exemple, R1.
plus, je vais prendre le deuxième couple entre la charge Q1 et la charge Q3, et je vais avoir l'énergie qui est égale à K fois Q1 fois Q3 divisé par R2 par exemple. Et cette distance, c'est R2. Et là, on a R1. Et là, entre les charges Q2 et Q3, je vais avoir la distance R3 et je prends le dernier couple. Et je peux dire que j'ai E qui est égal à K fois Q2 fois Q3 divisé par la distance R3. Donc l'énergie interne, U, c'est la somme de toutes ces énergies. Donc je vais avoir K fois Q1 fois Q2 divisé par R1 plus K fois Q1 fois Q3 divisé par R2 plus KQ2 multiplié par Q3 divisé par la distance R3. Il y a une façon plus simple d'écrire tout cela et de le résumer pour un nombre n de charges. On peut écrire que l'énergie interne, UI, est égale à la somme de I jusqu'à n de la charge QI fois V au point I. Donc, si on remarque, si on tire par exemple Q1 en facteur ici, je peux avoir K fois Q2 sur R1. Et ça va me donner le potentiel créé par la charge Q2 au point où se trouve la charge Q1. Ici, si je tire Q1 en facteur, je vais avoir K fois Q3 divisé par R2, et c'est le potentiel créé par la charge Q3 au point Q1. Et là, si je tire Q2 en facteur par exemple, il me reste K fois Q3 divisé par R3, et c'est le potentiel créé par la charge Q3 au point Q2. Donc ici, si je considère I1 est égal à Q1, donc je vais avoir Q1 multiplié par V1. Et V1 dans ce cas sera égal à KQ2 sur R1 plus KQ3 sur R2, en tirant Q1 en facteur. Pour éviter la répétition, je dois multiplier par n². Donc, si je veux calculer l'énergie interne d'une distribution de charge, je peux ou considérer directement la formule, UI qui est égal à n² fois la somme sur I jusqu'à n de QI-VI, où QI est la charge que nous considérons pour I, fois VI, et I varie de 1 jusqu'à, par exemple, ici, on a 1, 2, 3. Ou bien, on peut considérer ces charges-là, couple par couple, 2 à 2, et calculer l'énergie. Donc, chaque énergie est donnée par K fois la charge première fois la deuxième charge, divisé par la distance entre ces deux charges. Je constitue mes couples, comme je l'ai fait. Si j'ai 3 charges, je vais avoir 3 couples, et je considère les 3 énergies. Et puis, l'énergie interne, ça sera la somme de ces énergies-là. Donc, les deux méthodes, on arrive au même résultat. Et l'énergie interne est donnée en joules. On passe maintenant à la cinquième partie, le dipôle électrique. Petit a, moment du dipôle. Ou bien moment dipolaire électrique. Un dipôle électrique est composé de deux charges égales, de signes opposés, tels que la charge globale est nulle. La charge positive, grand Q, est séparée de la charge négative, moins Q, d'une distance faible, D, non nulle, où D est très inférieur à petit r. R ici représente la distance séparant le dipôle d'une position de l'observateur, ou bien de la position où on veut calculer potentiel, champ ou force électrique. Alors ici, on donne un schéma pour un dipôle électrique. On a deux charges. La première charge négative moins Q qui se trouve à la position A. La deuxième charge positive plus Q qui se trouve à la position B. Et la somme de ces charges est nulle. Donc on a plus Q moins Q est égal à 0. Elles sont séparées d'une distance D qui, par rapport à ce point ici, le point M, est très faible. Et D, et ce dipôle-là, le barycentre du dipôle, est éloigné de la position M d'une distance R. Alors le dipôle électrique est défini par son moment dipolaire électrique, P,
orientée de sa charge négative vers sa charge positive. Alors on peut écrire que P est égal à Q multiplié par le vecteur D, où D ici oriente le moment dipolaire. Donc on a dit que son orientation était de la charge négative vers sa charge positive. Donc voici en rouge le moment dipolaire de ce dipôle électrique. Petit b, potentiel électrique créé par un dipôle. Donc le potentiel créé par le dipôle en un point de l'espace M, comme représenté sur la figure, est donné par, donc grand V, c'est la somme des potentiels créés par les charges moins Q et potentiel créé par la charge plus Q. Donc on a V1 plus V2. Donc je peux réécrire grand V comme étant, donc c'est K fois moins Q divisé par la distance R2, qui est la distance entre le point A et le point M, plus K fois la charge plus Q divisé par la distance R1, qui représente la distance entre le point B, où se trouve la charge plus Q, et le point M. Donc ce potentiel peut être réécrit comme Q divisé par 4 pi epsilon 0, c'est l'expression de K, multiplié par 1 sur R1 moins 1 sur R2. Donc c'est égal à Q divisé par 4 pi epsilon 0 fois R2 moins R1 divisé par R2 fois R1. Sur la figure, on a le point H qui représente la projection du point B sur la droite AM. Donc on a R2 moins R1 qui est égal à AH, et AH, d'après ce triangle rectangle au point H, est égal à D fois cosinus l'angle θ. Donc ici, vu que le point M est très éloigné du dipôle et que la distance D est très petite devant M, je peux considérer que cet angle-là est égal à l'angle θ. Donc on peut avoir AH qui est égal à D cosinus l'angle θ. On a alors le potentiel au point M qui est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0, donc c'est K, multiplié par P cosinus θ sur R carré. Ici, on a utilisé le fait que Q fois D est égal à module de P. Donc on a le potentiel qui est égal à 1 sur 4 epsilon 0 fois P cosinus θ sur R carré. C, déterminant le champ électrique créé par ce dipôle au point M. Donc, on a déjà l'expression du potentiel V qui est au point M. Pour déterminer le champ électrique, on utilise la relation entre le champ électrique et le potentiel électrique. Elle est donnée par E qui est égal à moins gradient V. On considère les coordonnées polaires pour faciliter le problème. Et on a le champ électrique E qui est égal, dans les coordonnées polaires, à ER fois le vecteur unitaire ER plus sa coordonnée Eθ fois le vecteur unitaire Eθ. Donc c'est égal, moins gradient V dans les coordonnées polaires est donné par moins d2V sur d2R fois le vecteur unitaire ER moins 1 sur R fois d2V sur dθ fois le vecteur unitaire Eθ. Donc ici, ER est égal à moins d2V sur dr et la composante Eθ est égale à moins 1 sur R d2V sur dθ. Donc d'après la relation du champ électrique et du potentiel, on peut dire que la composante ER est égale 1 sur 2pi epsilon 0 multiplié par P fois cosinus θ divisé par R3. Donc Eθ est égal à 1 sur 4pi epsilon 0 multiplié par P sinus θ sur R3. Donc ces deux composantes représentent les composantes du champ électrique où le champ électrique E est égal à ER fois le vecteur unitaire ER plus Eθ fois son vecteur unitaire
Eθ. On donne une petite représentation du dipôle pour montrer les orientations des vecteurs unitaires. Donc, montrons d'abord les champs électriques au point M. Le champ électrique créé par la charge moins Q au point M est un champ qui est dirigé vers la charge moins Q. Donc, on a ici, par exemple, E, et on rajoute un petit signe moins pour montrer que ce champ est créé par la charge moins Q. Le champ créé par la charge plus Q est un champ orienté vers l'extérieur. Donc, on a ici le champ E+, créé par la charge plus Q. Et la somme de ces champs-là, par la loi de Schall, nous permet d'avoir le champ électrique total au point M. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est appliquer cette formule-là qu'on a déterminée à partir de E est égal à moins gradient V et le potentiel déjà déterminé du dipôle. Donc, où est d'abord le vecteur ER? Donc ici, au milieu du dipôle, sur la ligne R, on représente un vecteur unitaire qui est le vecteur unitaire ER. Donc cette composante-là, ER, qui est égale à 1 sur 2 pi epsilon 0 fois P cosinus θ sur R cube, sera portée par ER. Le vecteur Eθ est un vecteur unitaire qui est perpendiculaire au vecteur unitaire ER. Donc ici, c'est le vecteur Eθ qui est perpendiculaire au vecteur unitaire ER. Sur cet axe-là, parallèle à Eθ, au point M, on peut représenter la valeur du vecteur Eθ qui est donné par 1 sur 4 pi epsilon 0 P sinus θ sur R cube. Au point M est porté par le vecteur unitaire ER, on a le vecteur ER. Perpendiculairement au vecteur ER, on aura le vecteur Eθ. Donc on a ici Eθ. Donc c'est la valeur de 1 sur 4 pi epsilon 0 fois P sinus θ sur R cube. Passons maintenant à la partie petit d, dipôle placé dans un champ électrique uniforme. Alors 1, énergie potentielle. L'énergie potentielle d'un dipôle placé dans un champ électrique grand E est calculée en additionnant les énergies potentielles de chaque charge Q et moins Q. Donc on a l'énergie potentielle, EP, qui est égale à l'énergie potentielle associée à la charge Q, elle est donnée par Q fois VA, plus la deuxième charge moins Q, multiplié par VB. Donc le potentiel au point P. C'est égal à Q multiplié par, donc c'est VA, moins VB. Bon. Où on a VA moins VB déterminé par le produit scalaire E fois D de L. Donc le déplacement ici est égal à D, la distance entre les deux charges, moins Q et Q. Donc on n'oublie pas le signe négatif. Donc on peut réécrire cette valeur, la valeur de l'énergie potentielle, comme étant Q fois moins E, produit scalaire, le vecteur D. Sachant que on a le moment dipolaire P qui est égal à Q fois D, on a alors l'énergie potentielle qui est égale à moins le produit scalaire du moment dipolaire P et du champ électrique E dans lequel il baigne. Ici, on représente le moment dipolaire P et le champ électrique E, et on a un angle alpha formé par le moment dipolaire et le champ électrique E. Cette position est dite position instable. On va voir maintenant pourquoi cette position est instable. L'énergie potentielle du dipôle, que nous venons de calculer, nous permet de déterminer sa position d'équilibre stable. En effet, la stabilité du dipôle électrique est déterminée pour la position générant une énergie potentielle minimale. Comme tous les systèmes physiques, l'énergie potentielle du système tend toujours à sa valeur minimale pour atteindre la stabilité. Donc, l'énergie
potentiel du dipôle, qui est égal à moins un produit scalaire du moment dipolaire P et du champ électrique E, peut être réécrite comme étant moins le module de P fois le module du champ électrique fois cosinus l'angle alpha, où ici alpha c'est l'angle entre le moment dipolaire P et le champ électrique E. Voici notre alpha. D'après cette expression, si alpha est égal à pi ou moins pi, ça implique que son énergie potentielle est égale à module de P fois module du champ électrique. Et cette valeur, elle représente la valeur maximale de l'énergie potentielle. Tandis que si alpha est égal à 0, on a l'énergie potentielle qui est égale à moins module de P fois module du champ électrique E. Et cette valeur, c'est l'énergie potentielle minimale que peut avoir le dipôle électrique. Donc, si l'angle alpha formé par le moment dipolaire et le champ électrique est égal à 0, on dit que le dipôle est dans sa position stable. Donc, pour avoir une position stable, il faut que l'angle alpha entre le moment dipolaire et le champ électrique, cet angle-là doit être égal à 0. Donc le moment dipolaire doit être dans le même sens que le champ électrique grand E. Donc le dipôle est distable quand son moment dipolaire, P, est dans le même sens que le champ électrique. Donc on peut réécrire ça sous la forme, donc P est parallèle au champ électrique E, et alpha, l'angle formé par P et E, est égal à 0. Deuxièmement, lorsqu'un dipôle est placé dans un champ électrique, le dipôle subit un moment de force appliqué. Il y a un moment de couple de force qui est appliqué au dipôle. En plaçant un dipôle électrique dans un champ électrique grand E, les charges du dipôle interagissent avec le champ électrique grand E et subissent ainsi une force électrique. Donc le dipôle électrique subit alors un moment de couple M. On a ici sur cette figure un moment dipolaire P et un champ électrique extérieur E, avec un angle alpha formé par le moment dipolaire et le champ électrique. Vu que le dipôle électrique baigne dans un champ électrique, ce dipôle électrique là est orienté de gauche à droite. Il nous montre la position des charges électriques négatives et positives. La charge rouge ici représente la charge négative, moins Q, et la charge en bleu représente la charge positive, plus Q. On a une force électrique qui s'applique sur les charges négatives et positives. Sur la charge négative est appliquée une force grand F. On lui associe un petit signe moins pour dire qu'elle est associée à la charge négative, qui est égale à moins Q fois le champ électrique E. Vu que on a ici moins Q négatif, donc la force F est dans le sens inverse par rapport au champ électrique. Ici, c'est pareil. Pour la charge plus Q, il y aura une force électrique appliquée. Et on a F plus qui est égal à Q fois E. Donc ici, la force est dans le même sens que le champ électrique E. Alors, vu qu'on a un moment de couple, on peut écrire que le moment M est égal à F fois D sinus alpha. Où ici F est égal à Q fois E. On a alors grand M, le moment dipolaire, qui est égal à Q fois E multiplié par D fois sinus alpha, l'angle entre P et le champ électrique E.
Cette expression peut être réécrite pour avoir Q fois D fois E sinus alpha. Et on peut dire que on a l'expression du module du moment qui est égale à module de P, c'est Q fois D, fois module de E, fois sinus l'angle alpha. Alors, on peut écrire l'expression du moment telle que elle est sous la forme vectorielle. Alors, le moment est égal à P, le moment dipolaire, produit vectoriel, le champ électrique grand E, dans lequel elle baigne. Donc, ce moment-là est représenté sur la figure. Donc, il est perpendiculaire au plan formé par les champs électriques P et E. Donc ici, on a grand M, qui est égal au produit vectoriel de P et E. Et grand M est perpendiculaire à la fois à P et aussi à E. Donc ici, M est perpendiculaire au moment dipolaire P et aussi au champ électrique E dans lequel le dipôle est en train de baigner. Dernière partie, avant de terminer ce résumé de cours, on passe à la sixième partie, théorème de Gauss. Petit 1, flux d'un vecteur à travers une surface. Alors une surface grand S, qu'elle soit réelle ou fictive, peut être considérée comme constituée d'une multitude de surfaces élémentaires D2S. Chacune d'entre elles entoure un point M de cette surface. On considère pour chaque surface D2S un vecteur unitaire N qui est porté par la normale par rapport à la surface D2S. Et on représente cet élément de surface par un vecteur D2S qui est donné par, alors D2S représente le module de ce vecteur fois le vecteur normal unitaire N. Par exemple ici, on a le point M qui est entouré par une surface élémentaire D2S. Donc cette surface élémentaire D2S, on lui associe une petite flèche et la flèche indique le sens du contour. À cette surface unitaire D2S, on associe un vecteur normal N et le vecteur normal N est unitaire. On a dit que c'est un vecteur normal, donc le vecteur N est perpendiculaire à la surface D2S. Le vecteur D2S ici est égal à D2S multiplié par le vecteur normal N. On peut faire ça avec d'autres formes, par exemple avec un cube, et on représentera les différentes surfaces élémentaires de ce cube. Par exemple, si on prend cette surface latérale en haut, on peut déterminer une surface unitaire D2S, et à cette surface unitaire D2S1, on associe le M vecteur. Donc pour cette première surface D2S, donc D2S1, on a le vecteur D2S1. Les vecteurs représentant une surface élémentaire sont toujours orientés vers l'extérieur de la surface. Si on prend une deuxième surface qui est latérale, par exemple si je prends cette surface-là, je peux avoir un vecteur D2S2, et D2S2 est perpendiculaire à sa surface unitaire. Et si je prends cette surface élémentaire, ici, son vecteur, la représentant, ce sera D2S3. Et le vecteur ici est normal à sa surface élémentaire D2S3. On passe maintenant à l'énoncé du flux. Alors, soit un vecteur A, quelconque. Donc, supposons qu'on ait un vecteur A qui passe par la surface élémentaire D2S et qui forme un angle alpha avec le vecteur normal N. Soit A, un vecteur quelconque en fonction du point N. On appelle flux élémentaire D2φ du vecteur A, donc le vecteur A, à travers la surface D2S, la quantité scalaire définie comme suit. Le flux élémentaire D2φ est égal au produit scalaire du vecteur A fois le vecteur D2S. Le flux à travers la surface S est obtenu par intégration. Et on a le flux qui est égal à l'intégrale sur la surface S, donc c'est toute la surface S et pas seulement D2S, du vecteur A, produit scalaire D2S.
Passons maintenant à l'énoncé du théorème de Gauss. Théorème de Gauss. Dans le vide, le flux du champ électrique à travers une surface fermée. Alors, le flux, on l'a déjà déterminé, c'est l'intégrale du vecteur A fois d2s sur toute la surface S. Et cette fois, ce n'est pas un vecteur quelconque, mais c'est le vecteur champ électrique. Donc ici, A va devenir un champ électrique. Le flux du champ électrique à travers une surface fermée entourant des charges Q est donné par, alors grand phi, c'est toujours par définition l'intégrale sur la surface du champ électrique E pour remplacer A fois d2s. Ce qu'on connaît à travers le théorème de Gauss, c'est la valeur de ce flux qui lui est égale à grand Q, la somme des charges à l'intérieur de la surface, divisé par epsilon 0 qui représente la permittivité du vide. Alors Q ici représente la somme des charges à l'intérieur de la surface de Gauss considérée et epsilon représente la permittivité du vide. Merci d'avoir suivi ce résumé de cours concernant le premier chapitre d'électrostatique. Ce résumé vient avec une série d'exercices corrigés que nous vous invitons à suivre avec nous. Merci à tous, à une prochaine fois.